Hello, c'est Karine. Je suis avec Alexandre. Alors, ton nom est pas évident, hein, tu vas me corriger. Stachtenko. Stachchenko. C'est quoi? C'est quelle origine ça? Ukrainien étymologiquement, donc c'est tout ce Ukrainien. qui est en enko, ça vient d'Ukraine. Ah ouais, ok. Bah, tu vois, tu m'apprends des choses. Tu es directeur de la stratégie de Paymium. Mhm. On va parler crypto aujourd'hui. On avait déjà, enfin Bitcoin, parce que tu m'as déjà repris avant qu'on débute. Tu vas me dire pourquoi c'est pas tout à fait la même chose, même si évidemment j'ai quelques notions quand même, mais ça m'intéresse de t'avoir réagi un peu comme ça, quoi, de te voir réagir aussi fortement. Moi, j'ai envie de savoir un petit peu ton parcours, parce que ta deuxième boîte, c'est ça? Ouais, j'ai fondé une boîte, là j'ai rejoint une boîte, donc c'est plus la mienne, mais je suis un entrepreneur au départ. T'as quel âge, Alexandre? J'ai 30 ans, Ok. donc j'ai fondé ma boîte il y a une dizaine d'années, 2015, donc pendant mes études, qui s'appelait Blockchain France au départ, qui était juste je veux dire par opportunisme. En fait, on avait fait un blog sur le sujet de la blockchain. Pourquoi tu dis par opportunisme? Parce que c'était, moi j'avais très envie de lancer une boîte, mais comme beaucoup de gens qui ont envie de lancer une boîte manquent l'idée. Et donc j'avais vu un sujet qui moi m'intéressait beaucoup, à savoir la blockchain à l'époque, Ouais. donc en 2015. Et j'en ai parlé à des amis en leur disant il y a un vrai sujet, il faut qu'on fasse un truc, mais je sais pas quoi. Et on a lancé un blog en fait, tout simplement, à faire des traductions d'articles, à parler du sujet. Et c'est un peu, ça s'est emballé, mais on n'avait pas prévu que 6 ou 7 ans plus tard on revendrait à KPMG, ce qu'on a fait en 2021. Donc c'est pour ça que je dis par opportunisme, mais c'est pas dit de manière négative. Je pense que l'entrepreneuriat, si on n'est pas opportuniste, c'est compliqué. Donc j'ai fondé cette boîte en 2015, on a fusionné avec une autre entreprise en 2017. Et donc à la fin, la boîte à partir de 2017 s'appelait Blockchain Partner. Et on était un cabinet de conseil alors non pas en investissement, mais plus business, management, stratégie sur les sujets crypto. Donc en gros ça va être, je sais pas moi, une institution financière qui se pose une question sur il y a un nouveau public, comment je fais pour aller le chercher, à qui je m'adresse, avec quel nouveau produit, ce genre de choses. Et donc comme je le dis, on a effectivement cédé l'entreprise à KPMG en 2021. Et donc après j'ai fait 2 ans comme directeur de la business unit crypto chez KPMG. Et ensuite j'ai quitté KPMG, j'ai fait 1 an d'indépendant, j'ai essayé de relancer une boîte, mais je n'ai pas réussi pour diverses raisons, mais c'était plus précis encore, c'était sur le minage de Bitcoin en France, sur le sujet du minage, enfin, c'était du minage sur du biogaz de site d'enfouissement, donc c'est Ah ouais. c'est très niche. D'accord. Et donc là j'ai rejoint Paymium en avril 2024. Alors Paymium du coup c'est pas moi le fondateur, c'est une des plus anciennes place de marché Bitcoin dans le monde, qui a été fondée en 2011. Donc c'est extrêmement tôt, parce que Bitcoin lui-même a été fondé en 2009, créé en 2009. Et c'est une place de marché qui est française, et donc qui est très différente des brokers ou des courtiers, dans la mesure où en fait en France aujourd'hui on a un écosystème de boîtes. On a une centaine en gros d'entreprises qui sont pure player crypto. La plupart sont des courtiers. Et donc Paymium c'est une place de marché. Ce que ça veut dire, c'est qu'en termes de positionnement dans la chaîne de valeur, c'est en amont. C'est vraiment l'endroit où se forme le prix, c'est l'infrastructure de marché, alors qu'un courtier est plus un commerçant, il va acheter des bitcoins quelque part, puis ensuite il va les vendre à quelqu'un d'autre. Et donc moi j'ai rejoint notamment pour des questions de souveraineté. En fait je suis pas mal engagé sur le sujet de la souveraineté, et je considère que si on fait l'hypothèse, et je la fais, que Bitcoin est appelé à prendre une place importante dans le système monétaire international, ce serait quand même dommage que la France se refasse un petit coup des GAFA. Dès qu'on veut faire quelque chose, on doit demander l'avis de Washington. Donc là on a une place de marché française qui est la dernière, et j'ai envie d'en faire une alternative viable aux mastodontes qui sont déjà américains malheureusement, chez qui aujourd'hui la plupart des Français se fournissent déjà. On avait justement, toi et moi, un échange un peu, pas musclé, parce que pas du tout, mais en tout cas un peu actif sur l'ETF BlackRock, mais on en reparlera après. Bon, ça c'est ton parcours. J'ai pas envie qu'on fasse de la pub pour ta boîte, c'est pas du tout l'idée. Ici, vous venez pas pour ça, mais par contre, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi déjà en 2015, ou voire avant, t'étais intéressé par cette classe d'actifs. Qu'est-ce qui, dans ton parcours avant, t'a fait connaître les cryptos et puis surtout le Bitcoin. Voilà, enfin d'où tu sors quoi pour avoir été pour t'être orienté là-dessus. De nulle part, parce que comme je l'ai dit, en fait j'ai fondé ma boîte pendant mes études. Donc mon parcours. Tu faisais quoi comme études? L'ESCP, donc école de management. Ouais. Donc moi j'ai fait prépa, ESCP, et en césure j'ai commencé ma boîte. Ouais, mais enfin je veux dire la toute première fois, tu te rappelles
où tu as entendu parler de ça, des cryptos, du Bitcoin, et où tu t'es dit, putain, c'est vraiment un truc qui m'attire? Ouais, alors selon certaines personnes, j'en aurais entendu parler, voire je leur en aurais parlé dès 2013, mais j'en ai pas de souvenir particulier. Ouais. Donc, comme beaucoup de gens, j'ai dû faire ce truc-là, qui est de voir Bitcoin une première fois et de dire c'est nul. Et donc après d'arrêter d'en parler, puis de le redécouvrir un peu plus tard. Et donc en l'occurrence, un peu plus tard, c'est effectivement 2015, parce qu'au début de mon premier stage de césure, j'étais dans un cabinet de conseil qui est spécialisé en moyens de paiement innovants. Et donc bon, ça colle plutôt pas mal avec les sujets crypto. Et dans le cadre de ce stage-là, en fait, j'ai fait de la veille tout simplement. Et dans cette veille-là, comme on était en 2015, donc juin-juillet, en fait, c'était Ethereum, donc qui est la deuxième crypto la plus capitalisée, en août 2015. Donc en fait, quand j'ai commencé à chercher sur le sujet, il y avait énormément d'articles sur notamment Ethereum. Donc moi, je suis rentré par la porte Ethereum, enfin pas du tout par la porte Bitcoin au départ. Et j'ai trouvé ça juste fascinant. Pure curiosité intellectuelle, c'est-à-dire que j'ai pas d'appétence particulière pour le sujet, ni des actifs, ni de la finance, ni de la monnaie, ni rien. C'est juste, ça m'a passionné intellectuellement de me dire qu'il y a un mouvement de décentralisation, que c'est effectivement une finance potentiellement plus ouverte, qu'il y a des gens qui font des projets qui sont déjà très intéressants. Et puis, comme je suis curieux et que j'aime bien comprendre, en fait, je suis rentré dans ce que les gens appellent le terrier du lapin. Donc, j'ai voulu comprendre tout simplement. Je suis allé voir la communauté. Me suis dit, bon, si ces gens-là sont là depuis un certain temps, c'est qu'ils ont compris quelque chose que moi, j'ai pas compris. Donc, je vais aller leur parler. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et pendant ce temps-là, on écrivait nos articles. Puis, on a fondé notre boîte. Donc, on est resté dedans. C'était un petit peu, comme je le disais au départ, c'était presque plus une envie de monter une boîte que de travailler sur ce sujet-là en particulier. T'as pas forcément adhéré au système, t'as pas forcément été attiré par la légende, t'as pas forcément été... T'étais convaincu quand même. En fait, j'étais plus convaincu. J'ai fait un parcours que beaucoup de gens font intellectuellement, c'est-à-dire de commencer par rejeter en bloc, et à l'époque c'était en vogue en plus, de dire non mais Bitcoin c'est nul. Par contre, la technologie sous-jacente, ça c'est formidable. Okay. Donc moi j'ai fait partie des gens... blockchain. Exactement. J'ai fait partie des gens qui ont eu ce discours-là pendant un certain temps. Et puis en fait, quand on veut comprendre, normalement, assez rapidement, on se rend compte que cette phrase-là n'a aucun sens. Et que en fait, en réalité, ce qui est intéressant, c'est Bitcoin. Et donc, j'ai fini par creuser, comprendre ce genre de choses. Et après, comme je le dis, c'est terrier du lapin. On a beau ne pas être intéressé au départ. Honnêtement, aujourd'hui, j'ai un côté où je suis presque anesthésié, en fait. C'est tellement intéressant, tellement nouveau, tellement un chemin d'aventurier, au sens où, en tout cas moi, ce qui me plaît en tant que personne qui aime analyser les choses, quasiment personne en fait n'écrit sur le sujet, propose des réflexions, c'est quoi les enjeux. Si Bitcoin devient monnaie mondiale, il se passe quoi pour la géopolitique, il se passe quoi pour l'écologie, il se passe quoi pour l'environnement, il se passe quoi pour l'énergie. En fait, plein de questions qui moi me passionnent et sur lesquelles personne n'écrit, majoritairement parce que toutes les personnes qui ont des compétences, j'allais dire, historiques sur le sujet, ont vu et continuent de voir pour un certain nombre donc ont vu Bitcoin comme un gadget. Et donc ils ne se sont pas posés sur le sujet pour dire c'est quoi les conséquences. Donc moi j'ai vraiment eu cette passion intellectuelle, et aujourd'hui effectivement j'allais dire Bitcoin m'a changé, parce que un des premiers avantages pédagogiques de Bitcoin, c'est pas en soi Bitcoin, c'est la pédagogie sur comment fonctionne le système actuel. Et donc moi je suis resté là-dedans pour ces raisons-là. Mais voilà, comme je le dis, au départ c'était vraiment pas ma passion. Et pourquoi t'écris pas, toi ? Pourquoi tu fais pas un sujet dessus, un livre, une déjà thèse? Beaucoup de choses. Ouais. J'ai déjà écrit sur la surveillance financière un livre sur l'environnement et Bitcoin. Je sors un livre sur la géopolitique et Bitcoin l'an prochain. On va le voir, hein, tu es entrepreneur, tu es auteur, tu es aussi conférencier. Exactement. Alors français et canadien. Pourquoi canadien ? Bah, j'ai pas choisi. Ah non, mais je pensais qu'il y avait, je sais pas, de la famille ou... Oui, mon père est canadien, donc je suis voilà. canadien, c'est ça. Non, d'accord. mais donc je suis français et canadien, je vis en France, mais mon père est français et la moitié de ma famille est canadienne, donc ça me donne 2 passeports. Est-ce que tu vois justement une différence entre l'approche française et l'approche canadienne ? Est-ce que là-bas, ils sont beaucoup plus en avance ? Est-ce qu'ils sont en retard ? Oui, bien sûr. Ouais, mais alors, c'est encore plus flagrant avec les États-Unis, mais disons que le Canada, aujourd'hui, et même le parti francophone est en train de s'anglo-saxoniser. Donc on voit complètement de l'autre côté de l'Atlantique qu'il y a une approche qui est complètement différente. À quoi ça se voit alors ? Nous, quand on parle de Bitcoin, on parle des risques. Point. Et on est en 2024, on a déjà eu une première régulation en France, on va avoir une régulation en Europe qui va être en application en 2025. En fait, on adore faire des cadres et ne pas avoir de tableau dedans.
Et donc ça, c'est formidable en Europe, mais aux États-Unis, le truc, c'est qu'ils avancent et qu'ensuite, une fois qu'ils ont des boîtes, ils font un cadre. Et donc c'est un peu dommage parce que, on le constate, en 2018, il y avait une table ronde au Sénat américain et ils ont parlé des opportunités, qu'est-ce qu'on peut faire, il y a des nouvelles boîtes, il y a de nouvelles opportunités. Nous, on avait une table ronde au Sénat français en 2018, 3 jours après, et même si elle était instituée risques et opportunités, pendant 2 heures, on a parlé de risques, avec des questions lunaires de type Bitcoin SAS, où est-ce que c'est domicilié, enfin, personne n'y comprenait rien. Et en fait, c'est assez représentatif. Alors, pour l'anecdote aussi, en France, on a fiscalisé le Bitcoin depuis 2014, alors qu'on ne l'a défini qu'en 2018. Donc en fait, même pendant 4 ans, on s'est dit, on ne sait même pas ce que c'est ce truc, mais ça bouge, donc on va le taxer. Et en fait, c'est tellement représentatif de la différence qui existe culturellement entre demander la permission, demander pardon, quoi. En gros, c'est toujours la même chose. Donc là, aux États-Unis, ils ont des mastodontes, Coinbase par exemple, qui est donc une des plus grosses plateformes d'échange au monde. C'est 150 millions de clients. C'est plus que la plus grande banque retail française, avec des volumes monstrueux. Je pense qu'on ne se rend pas compte en France que les GAFA ont déjà été en partie créés sur le sujet crypto. Et nous, on est encore là. On a eu les États-Unis quelques jours qui ont dit on va faire une réserve stratégique nationale de Bitcoin. En France, depuis 10 jours, le traitement médiatique, il est honteux. On parle de arnaque, on parle de fraude, on parle de risque. Tu veux dire lié à l'élection de Donald Trump et Exactement. du risque macroéconomique, Oui. ou en tout cas sur les bitcoins. En fait, la différence en tout cas de sur les traitement... cryptos qui peuvent vraiment arriver et dont tous les médias parlent, en fait. C'est ça dont tu parles. Ce dont je parle, c'est la différence culturelle du traitement de l'information. C'est-à-dire qu'un Financial Times, qui n'est pas spécialement pro-Bitcoin, son titre, c'est on ne peut plus ignorer le Bitcoin. Nous, en France, encore une fois, depuis 10 jours, on se tape globalement, on alterne. Il y a un angle, c'est la cryptosphère se réjouit de l'élection d'un fasciste, globalement. Il y en a un autre, c'est ça monte, on ne comprend toujours pas pourquoi, virgule, c'est une bulle. Et sinon, c'est entrecoupé de reportages sur les arnaques et la spéculation. Mais personne ne s'est posé la question de, tiens, pourquoi la première puissance mondiale va accumuler des bitcoins ? C'est peut-être intéressant. Ouais, enfin, le mec était plutôt contre il y a encore 3-4 ans. Si, quand même, parce que tout ça, c'est un petit peu le fruit de son élection, tout ce remue-ménage de bruit, tu vois. Alors, je suis OK avec toi. Après, sur les investisseurs, moi, je voyais le chiffre de 6 millions d'investisseurs en Bitcoin, enfin, en tout cas en crypto, et versus 4 millions sur les marchés actions essentiellement. Donc, je me dis que peut-être, en effet, c'est maltraité, il n'y a pas de souci par les médias. Mais par contre, les investisseurs ne s'y trompent pas, ou en tout cas, il y a déjà un virage qui a été pris. Mais on est en retard quand même. Mais on est en retard. Typiquement, nous, on est à 12%, les États-Unis sont à 20%. 12%. De détenteurs de crypto en France, 12% des Français. D'accord. Tu vois quelque chose de l'ordre de la mentalité, des générations tu t'y vois quoi, toi ? C'est multifactoriel. Il y a une problématique culturelle, où globalement en France, on aime le centralisme depuis Philippe Auguste, donc ça commence à faire beaucoup de temps. Donc en fait, dès qu'on a quelque chose qui arrive et qui n'est pas centralisé, c'est pas l'État derrière. Typiquement, moi, ce qui me fait rigoler, c'est que souvent dans mes conférences, une question qu'on me pose particulièrement en France et très peu à l'étranger, c'est qui est derrière Bitcoin ? En fait, à l'étranger, la question se pose finalement très loin dans la discussion. D'abord, c'est comment ça marche, est-ce que le code est ouvert, mais qui s'en sert, quels sont les acteurs financiers qui sont dessus, ok. Et puis très loin dans la discussion, mais d'ailleurs, c'est qui est le créateur de Bitcoin. En France, c'est presque une condition sine qua non. Si on ne peut pas mettre un visage derrière une techno, on ne lui fait pas confiance. Et on l'a déjà fait sur Internet. On avait eu le même bifurcation en France où on a dit, Internet décentralisé. On avait un rapport qui est très connu, qui est le rapport Terry, dans lequel on disait la structure décentralisée d'Internet n'est pas adaptée aux services commerciaux. Donc voilà. Mais pourquoi ? Parce qu'on avait le Minitel. Avec le Minitel, c'était rassurant, c'est l'État, donc on va aller dessus, etc. Et puis, évidemment, l'histoire a donné raison plutôt à Internet. Donc là, on a refait la même chose culturellement. On a du mal à appréhender ce truc-là. Et là, c'est un sujet dans la population. Tout le monde a ce biais-là en France, enfin, la plupart des gens. J'en veux pour preuve, entre guillemets, dans le spectre politique français, on est un des seuls pays où même les quelques rares libéraux qui se battent en duel sont anti-Bitcoin, ou en tout cas l'étaient jusqu'à récemment. Dans le reste des pays, quand on est libéral, normalement Bitcoin, boum, s'aligne tout de suite avec son ethos et on est pour. De toute façon, nous de l'extrême droite à l'extrême gauche, globalement tout le monde est étatiste, et donc tout le monde déteste Bitcoin. Marine Le Pen dit qu'il faut l'interdire, Mélenchon dit que c'est le capitalisme. Donc ça, c'est un premier enjeu culturel. Il y a un enjeu
économique, enfin en tout cas une explication économique, qui est que les facteurs d'adoption de Bitcoin, en fait, c'est est-ce que vous en avez besoin ? Et vous en avez besoin si vous êtes exclu du monde financier, par exemple vous n'êtes pas bancarisé, si vous subissez une inflation forte, donc vous avez une défiance envers la monnaie par exemple, si vous avez, comme je le disais, par exemple une culture économique où l'État n'est pas si présent que ça, etc. En fait, toutes ces variables-là, la France est au top du top. C'est-à-dire que comme on a remplacé l'inflation par de la dette, personne n'a vu qu'il y avait de l'inflation, on était à 5 quand tout le monde était à 10 ou 12. La bancarisation en France, elle est obligatoire par la loi. Tout le monde a un compte bancaire, sauf 1% des gens. Donc d'un point de vue économique, en fait, c'est une des raisons qui fait que pour beaucoup de gens, on le regarde comme un actif au mieux de diversification, de spéculation, mais on se dit pas, tiens, on en a besoin, parce que c'est pas, oh là là, je vais payer à la boulangerie en Bitcoin. Quand on est au Liban, quand on est en Turquie, quand on est en Argentine ou au Venezuela, la question ne se pose pas de la même façon. C'est que si on ne va pas dépenser son peso, on perd de l'argent. Donc là, pour le coup, l'adoption de Bitcoin, les 3 pays en termes d'adoption de Bitcoin rapportés au pouvoir d'achat, évidemment, c'est l'Inde, le Nigeria et l'Indonésie. Donc ça n'a rien à voir avec l'Occident, évidemment. Le Salvador, il a adopté comme monnaie nationale, mais c'est moins utilisé. Alors, c'est pas utilisé, je crois qu'on est autour de 20 ou 25% de la population qui s'en est servi, ce qui est vraiment pas mal. Ouais. Mais au Nigeria, c'est 30 et 50% des gens qui sont détenteurs. Donc il y a même des pays qui sont au-delà. Mais le Nigeria, ça s'explique parce que la monnaie s'est complètement effondrée ces 3 dernières années, au moins 80%. Le gouverneur de la Banque centrale est en prison. C'est un autre... et la population est jeune. En fait, ce que tu dis, c'est que c'est presque quelque chose d'ordre structurel. C'est complètement structurel, ouais. On a presque un manque, en tout cas un problème là-dessus. On est peut-être un peu psychorigide aussi là-dessus, quoi. On l'est, et je rajouterais quelque chose j'aimerais que ce ne soit pas d'ordre structurel, c'est cette vision de la réglementation qu'on a en France et en Europe en particulier, où, comme je le disais, on est anesthésié, en fait. On est un continent anesthésié au risque. On ne veut pas de risque. Donc on voit un truc qui bouge, il faut réguler. Boum. Et en fait, voilà, comme je le disais, on a des cadres, on n'a pas de tableau. Alors on a fait la même chose sur l'IA, on est très content d'avoir une régulation IA. Mais à la fin, les boîtes ne sont pas là. Parce que moi, pour les différentes boîtes que j'ai soit fondées, soit rejoints, en fait, typiquement, la loi n'est pas respectée. On se fait fermer nos comptes bancaires sans raison, on est complètement exclu du système. On nous demande de sortir 500 000 ou 1 million d'euros en conformité tous les ans, alors qu'on est 3 dans un garage. Ça n'a aucun sens. Mais aucun sens. Mais bon, c'est comme ça. J'ai envie de te dire, je te sens un peu révolté. Pourquoi tu bosses en France ? J'ai d'autres contraintes. Non, en vrai, la question se pose. Enfin, nous, on a déjà été sollicités de nombreuses fois. J'ai 2 de mes associés qui sont partis, tout simplement. J'ai beaucoup de gens que je connais dans l'écosystème qui sont aussi partis. Il reste, honnêtement, alors je vais taper sur mon propre parcours, entre guillemets, mais l'écosystème crypto en France est très majoritairement composé d'avocats et de consultants. Parce que on a abordé le sujet comme typiquement la réglementation européenne, elle est faite pour qui ? Elle est faite pour les banques. Ils ont même un article qui leur permet d'activer la réglementation sans passer par le processus. En gros, il y a une mafia, quoi, c'est ça que tu dis. Un cartel, ouais, complètement. Mais ça c'est pas spécifique au sujet crypto. Alors en banque, en France, je vais peut-être matérialiser ce que je dis par des chiffres, parce que je dis cartel, les gens se disent oh là là, il est un peu énervé. En France, on a, avec 5 groupes bancaires, on a fait 90% des actifs bancaires du pays. On est le 2e pays après les États-Unis en termes de nombre de banques systémiques au niveau mondial, selon le Financial Stability Board. Donc en fait, on est complètement surreprésenté. Comment ça se fait qu'on soit devant la Chine en termes de systémicité du système bancaire ? Parce qu'on a 5 banques, point. Donc on arrive à une situation concrète d'oligopole qui se traduit par des comportements de cartel. Donc je le disais par exemple, en France, on ne peut pas entreprendre si on n'a pas un compte bancaire. Donc bon courage pour entreprendre si vous faites concurrence à l'industrie bancaire. Donc oui, il y a des comportements de cartel, ça c'est évident, mais même la Cour des comptes le dit, je ne suis pas en train de dire un truc particulièrement subversif. La Cour des comptes dit, c'est bizarre, le droit au compte n'est pas respecté. Alors ça profite à qui ? À quel lobby ? Bancaire majoritairement, ouais. La nouvelle présidente de l'autorité des marchés financiers est l'ancienne directrice générale du lobby bancaire. Ça s'appelle de la capture du régulateur, c'est d'ailleurs interdit par la loi, mais il y a un administrateur de l'autorité des marchés financiers qui a démissionné à la nomination de la nouvelle présidente en disant que je cite, les conditions de l'indépendance de l'AMF ne sont plus réunies.
ce genre de phrase, tout de suite, a tendance à mettre dans la case complotiste. Ce n'est pas mon cas. Je suis en train de dire des choses qui sont toutes sourçables et factuelles. Est-ce que c'est pas juste de la peur ? Est-ce que c'est pas juste de la méconnaissance ? On discutait tous les deux avant l'émission assez rapidement sur le fait que ce soit les CGP, que ce soit les investisseurs, B2B ou particuliers, le sujet est encore pas très bien maîtrisé. Alors moi, j'étais pas totalement d'accord avec toi parce que ça fait quand même 2 ans maintenant que je fais des émissions à visée pédagogique, et je vois quand même le niveau même de formation des CGP. Alors, ils adhèrent ou ils adhèrent pas, et des investisseurs, ils y vont ou ils y vont pas, mais je croise de plus en plus de gens maintenant qui ne sont plus à séduire. Alors, ce qui est compliqué par contre, c'est cette espèce de gymnastique à faire entre les avoirs que j'ai déjà et comment un petit peu les repenser et diversifier un petit peu quand, à quel moment et tout ça. Mais enfin, j'ai l'impression quand même que le sujet est devenu un peu, pas maîtrisé, mais est devenu presque normal, tu vois. Alors qu'il y a encore 2 ans... Normal, j'irai pas jusque-là, mais... Bah, moi, c'est le sentiment que j'ai. Après, tu vas me dire, j'ai que des pros. Donc, en effet, peut-être que j'ai pas non plus pour moi, c'est pas forcément... Alors, c'est générationnel dans le sens que, oui, bien sûr, il y a plus de jeunes, en tout cas de jeunes actifs qui y vont, mais il y a pas mal aussi de bons pères de famille et de bonnes mamans de famille qui commencent à y aller. J'ai l'impression plus, d'ailleurs, les mecs que les nanas. Je sais pas ce que t'en penses, toi. C'est vrai, mais c'est pas vrai en même temps. Ah. C'est vrai parce que effectivement, de mémoire, c'est 65-35, le ratio. Okay. C'est pas vrai dans le sens où, en fait, cet écart-là, il est supérieur sur tous les autres actifs financiers. Ok, donc en fait, c'est pas forcément les cryptos, c'est juste... c'est juste qu'en fait, la détention de patrimoine, c'est majoritairement des hommes, de base. Donc, ça avait fait même dire, il y a Itoro qui avait sorti une étude là-dessus, qui avait regardé et qui avait dit, après le cash, les cryptos sont l'actif le plus détenu par les femmes. Donc c'est pour ça que je dis c'est vrai et pas vrai, c'est-à-dire que pour moi ça s'explique majoritairement par la jeunesse, notamment il y a un autre fait qui est assez marrant parce que c'est pas intuitif, mais l'orientation politique des détenteurs de crypto, elle est plutôt de gauche, c'est-à-dire que dans le sondage qui avait été fait avec KPMG Ipsos, qui est fait tous les ans en début d'année, les deux partis les plus surreprésentés dans les gens qui détiennent des cryptos, c'était le Parti communiste et LFI. Mais il y a quelque chose de révolutionnaire qui doivent les séduire, hein, ça c'est sûr. Je pense, ou en tout cas de sociétal. C'est surtout, en fait, c'est pour moi vraiment à la fin, ça revient à une variable qui est la variable déterminante dans la quasi-totalité des pays où on fait les études, les différents sondages, c'est la jeunesse. C'est que typiquement en France, la moitié des détenteurs ont moins de 35 ans, alors que cette tranche-là, c'est que 25% de la population. Aux États-Unis, c'est pareil, au Nigeria, etc., c'est des pays où l'adoption est très forte. Pourquoi ? Parce qu'en fait, 50% de la population a moins de 25 ans. Donc la variable de la jeunesse est vraiment peut-être la variable discriminante numéro 1. Et donc après, en fait, le reste en découle. Les jeunes votent plutôt à gauche. Dans les jeunes, les écarts de perception du patrimoine et d'engagement des femmes sur le patrimoine est moins important sur une femme de 25 ans que sur une femme de 55 ans qui en fait a déjà constitué ou plutôt généralement pas constitué son patrimoine. Donc en fait derrière ça explique qu'on retrouve cet écart certes mais beaucoup moins élevé que sur je sais pas moi l'immobilier ou les actions. Donc pour moi vraiment la variable discriminante numéro 1 c'est la jeunesse et elle drive la plupart après des constats qu'on peut faire. Et donc tu disais que c'était un peu plus répandu. C'est vrai. Moi, je vois l'évolution depuis 10 ans, mais il y a 10 ans, pour donner un ordre d'idée, mais il y a 10 ans, quand je disais Bitcoin dans une conférence, des gens se levaient pour me dire de m'arrêter. Donc, on était à ce stade-là. C'est-à-dire qu'ils achetaient une formation pour parler de blockchain. Moi, j'arrivais pour dire, alors, pour comprendre la blockchain, il faut parler de Bitcoin. Les gens se lèvent. C'est-à-dire que les gens décorrélaient les deux, quoi. Alors, pour eux, il y avait un système qui était totalement acceptable alors à l'échelle de l'humanité. Par contre, le Bitcoin, ou en tout cas tout ce qui est crypto, là, d'un coup, ils étaient très réfractaires. Ouais. C'est bizarre, parce qu'en fait, l'un repose sur l'autre. Alors, historiquement et techniquement, le sujet blockchain, le concept de blockchain, en réalité, il a 40 ans, il a été inventé en 82. Ouais, mais parce que tu peux l'étendre à plein d'autres thématiques, pas forcément à la monnaie. C'est plutôt l'inverse, en fait. C'est-à-dire que depuis 1982, il n'a pas trouvé une seule application en dehors de Bitcoin. Donc en fait on connaît le sujet blockchain, c'est d'un point de vue technique c'est assez con en fait entre guillemets, c'est qu'on prend des blocs, on les chaîne et on fait de la cryptographie pour lier les blocs les uns avec les autres. Au départ c'est censé apporter une forme de preuve d'intégrité, mais le problème c'est que s'il manque un aspect technique, c'est-à-dire où est-ce qu'on met cette chaîne, chez qui on le met, parce que si je le stocke sur Google Drive, l'intégrité elle dépend de Google Drive, donc ça sert à rien. Donc en fait pendant 40 ans on savait rien en faire de ce truc là.
ce qu'a apporté Bitcoin, c'est en réalité, il n'y a pas d'innovation technique dans Bitcoin. Hein, c'est un assemblage de trucs qui existaient déjà. Donc la cryptographie existait déjà, le pair à pair existait déjà, la blockchain existait déjà. Le troc existait déjà depuis très longtemps. La preuve de travail existait déjà aussi. C'était un outil anti-spam qui était inventé dans les années 80-90. Donc tout ça existait. Par contre, il y a un truc qui a été ajouté, c'est qu'on peut rémunérer les mineurs. Et donc en fait, ça, c'est de la théorie des jeux. C'est purement économique. C'est maintenant, tout le monde a intérêt à faire en sorte que le truc marche. Donc pourquoi je dis ça ? Parce que vers 2014, 2015, 2016, en fait, il y a une dissociation qui est artificielle, qui a été faite notamment par l'industrie financière traditionnelle, parce que en fait, Bitcoin, c'est punk. En fait, Bitcoin dit on n'a plus besoin des banques centrales et accessoirement plus trop des banques commerciales. Donc quand on est une banque commerciale, on ne peut pas entendre ça. C'est comme demander l'avis sur l'email à la poste, quoi. La poste va vous dire ça sert à rien. Puis ensuite, il fallait pas écouter la poste. Donc il y a un conflit d'intérêts qui est absolument évident. Et donc leur façon de temporiser, ça a été de dire non, Bitcoin, c'est un truc de punk, non mais allons, soyons sérieux. Par contre, la technologie, on va en faire des trucs formidables. Mais je conclus souvent ce genre de discussion en disant, moi je suis très ouvert, donnez-moi un projet qui a marché. Un seul. Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a un profil Bitcoin ? Tu parles de punk, donc oui. Moi je cite souvent aussi les mecs qui à la base avaient créé le Linux. Enfin, il y a un truc un peu anarcho, quoi. Tu vois ? Oui, dans ses origines, dans sa proposition de valeur. C'est en Californie, de mémoire. Alors on ne sait pas, parce que Satoshi Nakamoto, on ne sait pas qui c'est. Oui, donc, mais je veux dire, c'est un ensemble de mecs, en tout cas d'ingénieurs, développeurs, qui se sont... en tout cas, c'est dans cette zone des États-Unis. Alors, oui, non, en fait, c'est... en fait, ce serait l'objet de 2 heures de discussion. On ne sait même pas s'il est mort, le mec. Il y a un ethos Bitcoin, ça c'est sûr. Il y a un ethos qui est plutôt cypherpunk, liberté individuelle, libérale. Mais en fait, c'est un ethos qui recouvre à 90%, voire 95 ou 100, l'ethos Internet original. Parce que Internet, on l'oublie aujourd'hui, mais c'est aussi les cypherpunks, c'est aussi la liberté en ligne, c'est la déclaration d'indépendance du cyberespace. C'est Julian Assange. C'est tout ça, c'est Internet. Et en fait, Internet a complètement été dévoyé, c'est-à-dire qu'on est passé de les libertés individuelles à un combo GAFA-NSA, quoi. Donc c'est quand même l'inverse de ce qu'on attendait. Bitcoin, d'ailleurs, il y a un risque que Bitcoin fasse la même chose, mais en tout cas, il y a un ethos originel qui est celui-ci. Reprenez vos libertés individuelles, peut-être un peu plus politique au sens où on va séparer la monnaie de l'État, parce que l'État fait n'importe quoi avec la monnaie. Donc bon, là, il y a des théories derrière. Là, ça prendrait 2 heures en soi. Excuse-moi Alexandre, ce qui est un peu flippant dans ce que tu dis, c'est que moi, j'y ai pas forcément vu quelque chose d'apolitique, et que là, tu es en train de... tu l'as dit tout à l'heure. Non, mais je veux dire, tu as quand même dit les mecs qui vont vers les cryptos, c'est plutôt des mecs de gauche, des jeunes, en tout cas, voilà. Même si Mélenchon est contre. Et que moi, en fait, j'y vois quand même quelque chose d'hyper capitalisme, hyper libéral. Donc il y a un paradoxe absolu, quoi. Alors, faudrait définir les termes. Capitaliste, aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose qui ne l'est pas. C'est le système l'est. C'est juste... Le capitalisme, c'est la propriété privée, globalement. Donc, a priori, on est dans des états de droit libéraux. Quand t'es de gauche, t'es anticapitaliste. Enfin, à la base. Non, les libertaires sont de gauche au départ, ils sont capitalistes. Donc, alors, bon, débat sur le communisme. Ouais, mais c'est important parce que, en fait, t'es en train de dire que c'est quelque chose de sociétal qui est quand même lié à l'évolution des mentalités de plusieurs peuples, puisque tu opposes la France et d'autres pays. Et donc, ça peut jouer à vitam aeternam sur l'acceptation d'une monnaie et donc de l'infrastructure, mais aussi de tout ce qui est réglementation d'un point de vue étatique, des organismes. Donc, ta révolte, elle peut durer 1000 ans, quoi, en fait. Si on n'arrive pas à évoluer sur ce terrain-là, à se mettre d'accord dans les institutions aussi financières ou réglementaires, ça va être compliqué. Qu'est-ce qui fait que ça va avancer ? Qu'est-ce qui fait que ça va bouger, en fait ? Limite, ça viendra des investisseurs, non ? Oui, j'allais dire, c'est du vote avec son portefeuille. Pour parler à nouveau à nos amis de gauche et dire que c'est pas forcément le truc d'extrême droite ultra-libéral, l'ethos c'est libéral, mais en réalité, Bitcoin, c'est Occupy Wall Street qui fonctionne, hein. C'est juste ça, c'est-à-dire dire on arrête le système de banque centrale, l'effet cantillon, l'enrichissement des gens qui ont surtout aujourd'hui, si on a des actifs financiers, on s'en fout du système des banques centrales, hein. Dès qu'ils impriment de l'argent, on gagne de l'argent. Mais par contre, le salarié qui est sous inflation, lui, il est pas très content. Sur les 3 ou 4 premiers déciles de la population en termes de revenus, c'est des gens qui stockent 100% de ce qu'ils ont quand ils ont en cash, donc ils prennent l'inflation de point fait. Quand on est dans le dernier décile, on s'en fout, hein. On a 100% de son
patrimoine, c'est de l'immobilier ou des actifs financiers. Donc le truc monte depuis 20 ans, il n'y a pas de problème. Donc pour ça que je dis que c'est Occupy Wall Street qui fonctionne. Donc on retrouve dans le Bitcoin beaucoup de gens de gauche. J'en profite pour dire que c'est la monnaie des libertés. Les seuls pays qui ont interdit Bitcoin, c'est l'Afghanistan des talibans parce que les femmes s'en servaient trop, et la Chine. Bon, on n'est pas sur non plus les trucs les plus libéraux du monde. Donc quand on s'intéresse aux droits humains, quand on s'intéresse aux choses qui peuvent se passer à droite à gauche dans le monde, les manifestants à Hong Kong ils utilisent le Bitcoin, les femmes en Afghanistan utilisent le Bitcoin, comment on fait tu es quand même sur quelque chose toujours de révolutionnaire. On est sur quelque chose de révolutionnaire. De sociétal en fait. Oui, alors c'est un package, c'est pour ça que je dis tout à l'heure, j'ai parlé de Terrier du Lapin, c'est qu'en fait on ne se rend pas compte que quand on arrive sur Bitcoin, souvent on prend la porte de ça monte, ça descend, youpi, et en fait on est en train de parler de une forme de révolution monétaire silencieuse où les États ont beau tenter d'interdire, dire c'est nul machin depuis quasiment 20 ans, ça veut pas mourir. Alors cet épisode il est très intéressant pour les CGP qui vont écouter parce qu'ils ont besoin d'apprendre, pour les investisseurs aussi finaux, pour les courtiers aussi, puisque tu me dis que c'est un petit peu vos commerciaux, quoi, en gros, si on peut résumer ça comme ça. Il nous reste un quart d'heure pour parler tu parles tout le temps de Bitcoin et pas de crypto. Ouais. Tu m'as expliqué tout à l'heure que c'était pas pareil. Pourquoi tu t'es plus orienté au final sur le Bitcoin plutôt que l'Ethereum, alors qu'en fait, à la base, c'était ta formation, enfin, en tout cas, tes premières amours, voilà. Et puis surtout, le contexte actuel, puisqu'on est quand même en summer période, qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que ça va durer ? Moi, je me suis posé une question. Alors, excuse-moi, moi, je suis novice. Tu m'apprends tout, là, de ma résidence principale. Et je me suis dit, tiens, je vais tout mettre en Bitcoin. Ah, j'espère que c'était il y a quelques semaines. Voilà. Exactement. Est-ce que c'est pas le bon moment ? Pourquoi c'est pas le bon moment ? Même si j'ai déjà la réponse, mais je pense que c'est important qu'on l'explique. À quel rythme, en fait, il faut que je place ça ? Enfin, voilà. Là, ça va être vraiment pratico-pratique. Donc, d'abord, première question. Pourquoi est-ce que tu es à fond Bitcoin et pourquoi tu parles pas de la crypto en général ? Tu m'as dit c'est pas du tout la même chose. En fait, je trouve que c'est une confusion qui est faite et j'utilise souvent une comparaison pour expliquer le problème en fait, à faire une forme de c'est une classe d'actifs homogène et dans le tas il y a plein d'actifs. Dans la finance normale ou même dans les actifs en général, personne ne fait des analyses sur les actifs. On va jamais dire ouais je vais faire une analyse et dans le tas je mets une obligation d'État, de l'immobilier, un Picasso et une action. Bah non, ça n'a rien à voir en fait. On peut pas commencer à dire on va faire du discounted cash flow sur une action parce que c'est des revenus donc on va et puis un Picasso. Comment on fait un DCF sur un Picasso que ça marche pas ? Et donc en fait ce truc là est absurde parce que les actifs c'est pas une classe d'actifs. Et donc quand on dit les cryptos, on est en train de dire la même chose. On est en train de dire... en fait ce que tu dis c'est que alors j'entends ce que tu dis. Tu es en train de dire que c'est vraiment des sous-jacents, c'est vraiment des produits différents pour une partie, des produits différents qui ne sont pas du tout basés sur les mêmes parfois secteurs d'activité. J'ai entendu, il y a des cryptos même sur de la bœuf. Hein, donc, et donc forcément, on n'est pas sur les mêmes critères, on n'est pas sur les mêmes prérequis, on n'est pas sur les mêmes rendements, on n'est pas sur les mêmes façons de voilà, j'ai compris. Ouais. Sauf que ça reste toujours miné, c'est non toujours. Ah ok. Bah un stablecoin n'est pas miné. Ouais. C'est pour ça que je dis vraiment il y a une différence. Ça veut pas dire qu'on peut pas essayer de dresser une typologie. Ça c'est vrai. On peut dire il y a Bitcoin dans son coin, ensuite il y a des blockchains programmables, ensuite il y a des jetons. Dans les jetons il y a X, Y, Z. On peut faire une typologie. Mais le seul point commun, au moins théorique, mais bon, en plus techniquement il n'est pas toujours respecté, entre tout ça. Bah, c'est que c'est pas tangible. Non, enfin de la pierre papier, c'est du papier, c'est pas tangible. Non mais une monnaie fiat, un euro. Toutes les cryptos sont pas tangibles. C'est pas ça. Ça c'est pas un point numérique. commun. Oui. Mais l'euro aussi est numérique. Enfin, l'euro, je peux aller tirer à la banque c'est 1% de l'euro. d'argent en circulation. Ouais, d'accord. Enfin bon, en tout cas, ça se fait. Tu vois ce que je veux dire ? Le Bitcoin, c'est pas possible. Et une action totale, c'est tangible ? Non, mais alors, je comprends ce que tu veux dire. C'est pas tangible. Par contre, il y a quelque chose de concret derrière. Tu vois ? Oui, enfin... Non, mais excuse-moi, je te pousse un peu dans le truc parce que je suis sûre que c'est les questions que les gens se posent quand ils vont t'écouter. Donc, j'ai besoin que tu répondes à ça, tu vois. Le point commun entre tout ça, c'est pas le fait que c'est numérique, parce qu'en réalité, le monde est déjà numérique. Le point commun, c'est ce qu'on appelle l'autoconservation, c'est-à-dire que dans le monde financier traditionnel, en tout cas sur les actifs non crypto, il y a une chose qu'on ne peut pas faire, c'est posséder en propre. C'est pas possible. Ouais. Dès qu'on veut posséder en propre, pour le cash, on est obligé d'aller en physique. Et là, effectivement, on possède en propre. Quoique, puisque ça reste une créance sur la banque centrale, mais au moins on a un billet dans la main. Pour tout le reste, si vous êtes dans le monde numérique, c'est pas le vôtre. C'est une créance. Donc même l'argent sur votre compte BNP ou Crédit Agricole, si BNP fait faillite, c'est plus votre argent. Donc, faut se barrer au Luxembourg.
peut-être, je ne sais pas, je n'aime pas ce genre de conseils. Mais ce que je veux dire par là, c'est que... Ah si, depuis le début, tu dis de te casser de la France quand même. Non, hein. j'y suis toujours. Je me bats, j'essaye. Mais bon, j'ai force contre moi, mais je me bats. La véritable différence, c'est que technologiquement, c'est la prouesse technique qu'a apporté Bitcoin et qui du coup s'est répandue sur les autres cryptos. Pour le coup, c'est leur point commun, c'est qu'on peut le posséder en propre. Donc Bitcoin, je peux l'avoir sur mon téléphone avec mes codes, et personne ne l'a. Un Ether, je peux l'avoir sur mon téléphone, c'est moi qui l'ai, etc. Donc ça, c'est le vrai point commun entre tout ça. Mais ça ne justifie pas qu'on en fasse une classe d'actifs, c'est-à-dire que de la même façon, avant l'irruption du numérique, on pouvait avoir de l'or, du bois, du cash, une pierre dans une maison, tout ça n'en fait pas une classe d'actifs. Certes, on peut le posséder, mais ça s'appelle la propriété privée, en fait, tout simplement. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut faire la distinction. Et pourquoi il faut la faire ? Parce que Bitcoin, en fait, est un ovni. Ça ne correspond à rien, ça ne rentre dans aucune case. C'est une monnaie sans état, on ne peut pas vraiment le contrôler, il y a une émission monétaire limitée, tout le monde dit que ça va mourir, ça ne meurt pas. Les autres, il y en a beaucoup, énormément, qui sont des jetons qui représentent un sous-jacent. Et donc à ce moment-là, moi si j'ai un jeton qui représente un bien immobilier à Détroit, en fait c'est un bien immobilier à Détroit. Il n'y a rien de très différent par rapport à juste avoir un titre. Donc on est juste dans un upgrade de... on passe du papier au numérique tenu par un conservateur au numérique tenu par moi-même. Mm-hmm. Donc ça justifie pas d'en faire une classe d'actifs. Donc il y a beaucoup plus de liens entre un Picasso, le titre de propriété d'un Picasso et le NFT d'un Picasso, qui représentent tous le même sous-jacent, qu'il n'y a de lien entre un NFT de Picasso et Bitcoin. Donc c'est pour ça que je fais cette distinction-là, parce que moi, là où elle... Et pourquoi t'es plus Bitcoin que crypto tout court alors ? Alors là où ça me pose problème justement, c'est que, plein de raisons. La première, c'est que dans les cryptos, il y a un bon 90% d'arnaques, donc il y a un côté effet de halo qui m'embête, parce que à cause de ça, souvent on dit ouais, du coup Bitcoin est une arnaque. Non, en fait, c'est pas le même truc. La deuxième chose, c'est que ça ne relève pas d'un changement de même nature. C'est-à-dire que moi, comme je le disais, ce qui m'a drivé, c'est vraiment la passion intellectuelle. C'est passionnant de réfléchir sur les enjeux, etc. Les enjeux de savoir jetoniser un Picasso ne sont pas les mêmes que les enjeux d'avoir retiré la monnaie de l'État. Donc il y a une vraie distinction qui est importante à faire, parce que on parle d'un côté d'une forme de révolution silencieuse. De métaverse, quoi, surtout. Métaverse, c'est encore autre chose, mais... Tu parles de Picasso, donc là on est sur l'art, et donc on est... oui, alors je vois ce que tu veux dire, t'es pas en train de vendre une œuvre pixelisée, ou en tout cas une œuvre numérique, là tu parles juste de le moyen de la payer, d'une véritable œuvre. Alors, là je parlais de Bitcoin, donc, mais de l'autre côté, en fait un NFT c'est un titre de propriété, en version un peu simplifiée, mais donc ça ne change rien par rapport aux droits sous-jacents, par rapport, ou même si on fait une action jetonisée, j'ai une action, donc c'est des flux, c'est des dividendes, c'est d'un droit de vote. Donc ça optimise la finance, parce qu'on pourra faire des choses plus simplement, plus rapidement, moins cher, etc. Mais ça ne relève pas d'une révolution comme a pu l'être Internet. Et donc, pourquoi je fais cette distinction-là ? Parce que c'est à mon plus grand regret que dès qu'on doit parler de crypto, en fait, on met Bitcoin dans le sac, on le met à équivalence de tout le reste en disant oui, tout ça c'est pareil. Et donc on se retrouve avec un traitement médiatique qui est regardez, il y a des arnaques en crypto avec un chien sur la crypto, et donc qu'est-ce que c'est drôle. C'est donc ridicule Bitcoin, comme s'il y avait un effet de halo qui venait englober Bitcoin. Alors que... Est-ce que pour toi les arnaques c'est que lié à... excuse-moi, on parle un petit peu toi en tout cas de ton intérêt depuis 10 ans, grosso modo. Tu parles d'arnaques tout de suite corrélées au Bitcoin. Moi en fait je me dis juste que la prolifération de ce qu'on appelle arnaque, elle est liée aussi tout simplement à la prolifération de l'internet, je sais pas comment dire, enfin en tout cas, non mais tu vois, des réseaux tout simplement, oui, je veux dire, moi je le lis pas. Il y a des arnaques au forex, voilà, au diamant, j'ai envie de te dire, je le lis pas forcément au Bitcoin, je dis juste que comme c'est quelque chose qu'on maîtrise mal, qu'on maîtrise peu et qui est assez nouveau, ou en tout cas qui peut être très sulfureux, tu peux perdre grave comme tu peux gagner grave, voilà. Dans le marché action aussi, mais... Ouais, exact. Je vais peut-être le répondre d'un point de vue CGP, qui sera peut-être plus pertinent pour l'audience, mais si je devais faire une différence fondamentale entre Bitcoin et le reste, c'est que Bitcoin c'est de l'épargne et le reste c'est de l'investissement. Et donc une fois qu'on a compris ça, on a vraiment compris la distinction, c'est-à-dire que
sans parler de leurs ETF, mais BlackRock qui sort un rapport sur Bitcoin pour dire pourquoi ils y mettent une partie de leur fonds, ils nous disent que aujourd'hui, Bitcoin ne remplit pas les caractéristiques d'un actif risqué. En fait, pour eux, c'est du risk-off. Donc c'est contre-intuitif parce qu'on se dit en gros Bitcoin c'est des stéroïdes dans mon portefeuille. Non, Bitcoin c'est de la diversification. Si tout va mal, Bitcoin va bien. Si tu le laisses longtemps, minimum 6 à 10 ans quoi. Ouais. Ouais, un peu moins, mais oui, c'est un horizon de temps 3, 5, 6 ans. Alors, ma vraie question, tu vois, par rapport à ça, c'est que, ok, admettons, j'adhère au truc. Bon, la règle, c'est de prendre, d'investir petit à petit, des petits montants, en tout cas, selon ton profil, et se dire que tu peux tout perdre, mais par contre, si tu le laisses longtemps, c'est de l'argent dont on n'a pas besoin à court terme. Ouais, voilà. Mais du coup, à quel moment, au bout de 6 à 8 ans, tu te dis que c'est le moment de t'en servir? À quel moment tu... Si on a des projets dans sa vie, ouais. C'est pas d'autres non, mais je veux dire, techniquement, à quel moment? C'est quand il est au plus haut, j'imagine, que tu le retires parce que... On sait jamais. On sait jamais. Non, je sais, mais je veux dire, à quel moment, quand tu vois que... Oui, comme tous les autres d'ailleurs, mais tu te dis que c'est quand... actuellement, par exemple, les mecs qui ont investi il y a 10 ans, c'est le bon moment pour eux? La plupart des... Alors, ceux qui ont investi il y a 10 ans, en règle générale, ils les ont pas gardés. C'est-à-dire que c'est un peu un mythe de dire « Ah, si j'avais investi en 2012, aujourd'hui je serais milliardaire ». La plupart des gens, en fait, l'ont fait circuler. Ils en avaient, ils l'ont vendu, ils l'ont repris, ils ont payé des trucs avec. Moi, j'ai acheté des bitcoins en 2015, j'ai acheté des verres de vin. Bon, super, ça fait 13 000 € le verre de vin aujourd'hui. Mais je l'ai utilisé. Donc, il y en a plein qui ont fait ça. Certains l'ont gardé. Eux, ils n'ont pas de problème d'argent, effectivement. Mais si je prends l'exemple de certaines boîtes cotées au Nasdaq ou d'autres endroits, maintenant, il y a une stratégie de trésorerie qui est de dire Bitcoin est mon actif de trésorerie. Donc mon objectif n'est pas de le vendre, mon objectif c'est que c'est ma trésorerie. L'objectif c'est de me débarrasser de mes dollars, parce que tout dollar que je garde me fait perdre du pouvoir d'achat. Donc l'approche qu'on peut avoir par rapport à Bitcoin, c'est de dire c'est mon matelas, c'est ma trésorerie de long terme. Donc quand j'en ai besoin dans ma vie, on peut le visualiser pour sa retraite? Oui, bien sûr. Une partie de ma génération en tout cas se dit que notre retraite en France n'est pas garantie, donc il vaut mieux regarder à long terme avec ça, et effectivement Bitcoin fait partie, en tout cas une partie de la réponse. Je vais te poser une question piège, mais il faut que tu répondes, Alex. J'ai investi là en 5-6 ans actuellement. C'est un cas, un exemple. Bien sûr. Ce n'est pas moi. 200 000 € en Bitcoin en 2-3 ans. Qui serait par exemple issu de la vente d'une résidence principale. Non, alors on commence pas, parce qu'après je vais avoir plein d'emmerdes. Non, j'aimerais bien, mais pas autant. Mais en tout cas, non, j'essaie de prendre cet exemple parce que je pense qu'à 40 piges, 200 000 €, tu peux les avoir de côté. En quelques années, on va dire. Et donc, à ma retraite, ça me ferait combien si le Bitcoin reste toujours dans la moyenne qu'il a depuis, 1 an? Je sais que c'est une question de piège, mais je te demande d'y répondre. Piège, mais je fais quand même d'abord un modulo. Plus le marché évolue, moins il est volatile, et on va pas retrouver des performances de 2012-2013. On va pas se faire des 1000% par an, je pense, en tout cas. Donc le plus simple, c'est de raisonner en termes de cible, parce que en fait, pricer Bitcoin, c'est quasiment impossible. Ce truc-là est un ovni. Mais c'est pour ça qu'il est compliqué, tu vois. Donc, alors que sur toutes les autres classes d'actifs, je sais à peu près les ordres d'idées. L'or, c'est difficile à pricer. Non, l'or, ok. Surtout depuis 2 ans, on voit ce qui se passe. Donc c'est pareil. Non, mais l'or, c'est toujours un peu calqué au dollar. T'as quand même un ordre d'idée depuis le nombre d'années que ça existe. Enfin, tu vois. L'or, historiquement, a été une stabilité remarquable pendant des siècles et des siècles. Il y a encore, je dis souvent, en 1792, quand il y a la première cotation de l'or, prix officiel de l'or en dollars, on a une once d'or, c'est 19,75 $. 150 ans plus tard, en 1933, c'est que 20,67 $. Donc c'est d'une stabilité remarquable. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a complètement explosé la monnaie. On a dit maintenant on s'en fout, on fait ce qu'on veut, on invente la monnaie fiat. Donc en l'espace de 50 ans, on est passé à, entre 33 et 34, on est passé de 20 à 35, 75% de dévaluation. Et ensuite en 71, on a dit en fait on s'en fout, on peut pas rembourser l'or. Et on est passé à 100, 200, 300 et aujourd'hui 3000. Mais il faut comprendre qu'on est dans une parenthèse. Normalement, l'or ne se comporte pas comme ça depuis 2000 ans. Okay. Aujourd'hui, quand on valorise de l'or, il y a en gros 5% qui sont de la valorisation parce qu'il y a une demande industrielle. Tout le reste, c'est réserve de valeur. C'est je veux me protéger, il y a une premium monétaire, ma monnaie perd en valeur, il faut que je stocke dans autre chose. Bitcoin, il y a un peu de ça. Donc c'est pour ça que je dis, si on raisonne en cible, c'est plus facile. Une des cibles de Bitcoin, mais alors là c'est un peu conceptuel, il y a une première étape qui est de dire c'est de l'or numérique, c'est de l'or en mieux. C'est de l'or qu'on peut diviser facilement, transférer partout sur la planète, il y a un système de paiement, etc. Donc, supposons que ça remplace l'or. Ça veut dire que j'ai une cible
de capitalisation à 13 000 ou 14 000 milliards de dollars. Donc ça fait un bitcoin à je sais pas combien, 200 000, 300 ou 400 000. Donc ça veut dire que si on dit ça va remplacer l'or d'ici une quinzaine d'années, bah dans sa tête, on se fait une cible à 400 000 ou 500 000 dans une quinzaine d'années. Donc je suis à 40 ans, une quinzaine d'années, ça fait effectivement proche de la retraite. Aujourd'hui, il est à 90 000, x4 ou x5, peu importe. Ça veut dire qu'on va avoir 2 fois 4 fois 5. Maintenant, ça, c'est une cible presque, pour certains, conservatrice, parce que l'objectif de Bitcoin, c'est un bien grand mot, parce qu'il n'a pas d'objectif, hein, mais peut-être non pas remplacer l'or, mais d'être l'endroit qui concentre tous les actifs qui ont pris la prime monétaire que la monnaie a décidé d'abandonner. Ce qui est fou, c'est que ça devient presque une valeur refuge à t'écouter. Une réserve de valeur plus... Alors, dans l'idéal, ça devrait être les deux, valeur refuge et réserve de valeur. Le valeur refuge, il n'est pas tout à fait validé aujourd'hui. Il y a beaucoup d'endroits où, quand il y a une crise, en fait, les gens vendent leur bitcoin. Mais bon, je pense que ça va changer, mais aujourd'hui, c'est pas tout à fait le cas. Mais quand je dis prime monétaire, alors déjà, expliquons ce qu'est une prime monétaire. Normalement, revenons à comme si on était à l'étalon or. Donc en gros, l'or est de la monnaie, supposons. Quand l'or est de la monnaie, pourquoi est-ce qu'effectivement le prix de l'or est genre 10 fois supérieur à sa demande industrielle réelle? Parce que les gens considèrent que, comme c'est un actif rare, divisible, transportable, etc., c'est une monnaie particulièrement intéressante. Donc on y va pour stocker son patrimoine. Et donc l'or acquiert une prime qui n'a rien à voir avec son utilisation industrielle, à savoir en l'occurrence de 10 fois ou 11 fois, parce que c'est l'endroit où on va stocker son patrimoine. À partir du moment où on a démonétisé l'or, en fait, c'est la monnaie fiat qui prend la prime monétaire, parce qu'on n'a pas le choix. Donc, pourquoi est-ce qu'un bout de papier avec écrit 10 vaut 10 ? Parce qu'il y a l'État qui te force et qui veut que tu payes des impôts avec. Mais sinon, il n'y a pas d'utilité. Dès qu'on sort de l'Union européenne, l'euro, tout le monde s'en fout. Et après, il y a une centaine de monnaies différentes qui ont chacun leur monopole sur leur zone monétaire. Et si on sort un dollar zimbabwéen du Zimbabwe, tout le monde s'en fout. Pareil pour la quasi-totalité des monnaies. Le problème, c'est que comme la monnaie se déprécie, tous les ans, c'est le principe de l'inflation. Et encore une fois, je rappelle, nous vivons dans une parenthèse monétaire. Hein, l'inflation et l'hyperinflation a globalement été une invention du XXe siècle. Les gens qui veulent préserver leur épargne et leur patrimoine, ce qui n'est pas une volonté que l'humanité a inventée il y a 50 ans. Ça fait 8000 ans que tout le monde veut préserver pour prévoir le futur, donner à ses enfants, se construire un patrimoine, etc. Bah, quand on veut faire ça aujourd'hui, on ne peut pas le faire sur l'actif qui est censé le faire, à savoir la monnaie. Donc on cherche une alternative. Et ces alternatives, elles sont multiples. Mais elles répondent à des critères qui sont les critères qu'on cherchait au départ dans la monnaie, c'est-à-dire rare, divisible, en tout cas liquide, qu'on peut vendre assez facilement, qu'une personne ne peut pas créer juste en appuyant sur un bouton. Et donc là-dedans, on va retrouver l'immobilier, qui a pris une partie de la prime monétaire. On va retrouver les actifs financiers. On va retrouver l'or, effectivement, qui a pris une partie. Donc l'objectif plus ambitieux de Bitcoin, c'est pas de dire je vais prendre l'or, c'est toute la prime monétaire qui a dégagé sur plein d'actifs de manière ventilée, en fait, va venir sur l'actif qui est le plus en capacité de préserver cette prime monétaire. Et là, ta cible, c'est pas 13 ou 14 000 milliards, c'est 50, c'est 100 000 milliards, c'est... Voilà. Merci Alexandre, je suis désolée, c'est la fin de l'épisode. On a même un peu dépassé le temps, mais c'était hyper passionnant. On a appris beaucoup de choses. J'espère. Bah ouais, carrément. Si on veut te contacter, on va sur LinkedIn, comme moi je l'ai eu fait Twitter, d'ailleurs. Oui, ouais. Donc ça marche. Donc ça marche. Exactement. Donc, c'est toi qui réponds. Et ben écoute, j'étais ravie de t'avoir aujourd'hui dans Passion Pâte. Si vous avez aimé l'épisode, d'ailleurs, je vous invite à liker l'épisode d'Alexandre Stachenko. Yes. À le partager et à vous abonner à Passion Pâte. Salut Alex. Merci pour l'invitation, salut tout le monde.